Le but de l'étude, c'était de travailler sur les premiers acquéreurs en Île-de-France. Donc, il fallait déterminer les profils sociodémographiques des ménages, analyser le processus d'achat et leur appropriation du bien, comprendre leur perception du dispositif et analyser leurs ressentis vis-à-vis de ce nouveau statut de propriétaire. Donc pour ça, on s'est basé sur 4 opérations, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc 3 situées en première couronne, donc au Kremlin-Bicêtre, à Pantin et à Romainville, et une un peu plus loin, donc celle de Villiers-sur-Marne, dont on a parlé précédemment. Donc celle du Kremlin-Bicêtre, c'est la première opération qui a été livrée en juillet 2020. Donc ça explique sa redevance un petit peu plus élevée que sur les autres opérations. Donc elle est située extrêmement proche de Paris, à un quart d'heure en vélo à peu près. Et concernant ses commodités, elle est vraiment aussi très proche d'un centre commercial. Donc Pantin repose sur de la réhabilitation, comme nous l'a exprimé Frédéric Ragnaud, et du logement neuf. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce que vous allez aller la visiter tout à l'heure. Puis nous avons travaillé sur Romainville et Villiers-sur-Marne, oui, qui n'ont pas encore été livrés. Donc c'est des opérations un peu plus importantes avec un nombre de logements plus important et une redevance plus faible et donc plus stabilisée, donc à 1,50 € environ. Donc pour réaliser cette étude, on s'est basé sur 2 méthodes, une méthodologie quantitative et une méthodologie qualitative. Donc on a réalisé 13 entretiens semi-directifs avec des ménages des opérations livrées, donc 6 au Kremlin-Bicêtre et 7 à Pantin, donc en visio ou à leur domicile. Après, on a aussi rencontré des professionnels impliqués dans le dispositif. Et on a également réalisé des observations sur le terrain et une visite avec Frédéric Ragnaud à Pantin. Et on a analysé les données quantitatives qui nous ont été fournies par la COP foncière sur toutes les opérations, donc avec un total de 68 ménages. Donc, nous allons désormais passer à qui sont les acquéreurs. Donc, tous ces graphiques que vous allez voir ont été réalisés avec les 4 opérations, mais on a des analyses un peu plus précises avec les ménages qu'on a interrogés. Donc, on va commencer par les âges. Donc, on voit qu'il y a la majorité, donc 43% de ces preneurs qui ont entre 31 et 40 ans, donc qui est l'âge moyen en fait de l'accession à la propriété. On accède moins à 60 ans, par exemple, comme on peut le voir sur le graphique. Ensuite, si on parle des statuts familiaux, on voit que la moitié de ces preneurs sont des personnes seules. Donc on a des profils très diversifiés dans ces personnes seules. Par exemple, en question d'âge, ça va de 19 ans à 73 ans. Parmi les ménages qu'on a interrogés, en fait, on a compris que ces personnes seules ne pouvaient pas acheter en propriété classique, mais qu'en BRS, elles le pouvaient. Par exemple, il y a une professeure des collèges qui nous a dit à Pantin que en propriété classique, elle ne pouvait pas et que grâce au BRS, elle a pu accéder à la propriété. Ensuite, sur les CSP, on voit qu'on a à peu près un tiers d'employés de professions intermédiaires et de cadres de professions intellectuelles supérieures. Donc ça s'explique parce que ces preneurs doivent obtenir un prêt. Donc on voit que la cible du BRS sont plutôt les classes moyennes, mais ces cadres et professions intellectuelles supérieures peuvent également s'expliquer par l'opération du Kremlin-Bicêtre qui était un peu plus élevée, mais les suivantes sont beaucoup moins élevées par rapport à la redevance. Et enfin, donc on a le statut d'occupation antérieure donc des ménages. On voit qu'on a une grande partie qui viennent donc du logement social. Donc par exemple, à Pantin, c'est 70% des preneurs qui viennent du logement social. Donc en fait, on voit qu'ils restent dans un produit social, mais ils passent de la location à l'accession en propriété. Donc il y a une ascension résidentielle. Et donc le BRS ici, il joue un rôle de porte de sortie du locatif social et il permet également de fluidifier le parc social. Cette partie de notre présentation va surtout s'appuyer donc sur les entretiens qu'on a pu mener auprès de 13 ménages, comme ça a été spécifié juste avant, donc sur les opérations de Pantin et du Kremlin-Bicêtre. Nous avons pu noter pendant ces entretiens qu'il existe une certaine culture de la propriété en France qui paraît incompatible avec la forme de propriété proposée par le BRS.
c'est effectivement une forme de propriété qui interroge beaucoup, y compris les ménages, et on a pu constater pendant les entretiens qu'il subsistait encore certaines incompréhensions et du coup quelques questions. Pour autant, s'il y a bien une chose sur laquelle, en tout cas que les habitants et les preneurs ont bien compris, c'est qu'ils ils ne sont pas propriétaires du foncier, il n'y a aucun souci avec ça. Euh, Notamment parce que la majorité habite en appartement, donc la dissociation entre foncier et bâti est peu importante pour eux. Pour autant, les ménages se sentent tout à fait propriétaires, même s'ils ne sont pas propriétaires de ce foncier, euh, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'ils retrouvent les avantages de la propriété. D'abord, le crédit qu'ils ont contracté est de l'argent investi et non pas un loyer qui part tous les mois, qui s'envole tous les mois. D'autre part, ils ne sont pas tributaires d'un bailleur, qu'il soit social ou non. Et enfin, les ménages s'approprient aussi très bien leur logement grâce à des travaux plus ou moins importants qui passent donc de la peinture des murs jusqu'à un projet d'extension d'une maison, en l'occurrence, dont on nous a parlé. Donc la seule différence qui a été soulevée par les ménages est une différence soit administrative, soit juridique, qui est matérialisée par le paiement de la redevance sur laquelle on reviendra. Malgré tout, si on peut souligner un petit point d'alerte qui concerne une minorité de ménages, mais dont il faut parler quand même, c'est une certaine forme d'infériorité. En l'occurrence, 2 ménages, donc seulement 2 ménages sur les 13, nous ont signifié cette forme d'infériorité. Donc une première infériorité vis-à-vis d'une propriété classique. Je cite, ce ménage en l'occurrence qui nous en a parlé, s'est qualifié en tout cas d'acheteur entre guillemets bas de gamme. Et la deuxième forme d'infériorité qu'on a pu constater, c'était une sorte de dépendance vis-à-vis de la COP foncière, là aussi matérialisée par le paiement de la redevance. Son calcul n'est pas forcément très clair pour tous les ménages et elle peut paraître un peu élevée, notamment sur l'opération du Kremlin-Bicêtre. Et c'est pourquoi certains ménages ont peut-être eu l'impression que la COP foncière s'enrichissait grâce à cette redevance et grâce à eux. Oui, donc pour évoquer la redevance, sur le principe, elle est très bien acceptée par les 13 ménages qu'on a pu interroger, notamment parce que c'est la condition phare du BRS et c'est ce qui a pu leur permettre d'accéder à la propriété à un prix assez avantageux. Mais en revanche, sur son montant, les avis sont un petit peu plus nuancés. Donc on a 9 ménages sur les 13 qui nous ont fait part que pour eux, la redevance était raisonnable et 4 autres qui considèrent qu'elle est trop élevée. Donc pour rappel, sur les ménages qu'on a interrogés, la redevance au Kremlin-Bicêtre, elle est d'environ 3,50 € du mètre carré et à Pantin, elle est en moyenne de 2,40 € du mètre carré. Donc il existe des différences de perception qui peuvent s'expliquer donc par le budget des ménages et aussi par les différences de profils sociodémographiques, comme on a pu le relever tout à l'heure. On a une forte présence de cadres et de professions intellectuelles supérieures et qui ont donc potentiellement les capacités financières de supporter une redevance qui est un peu plus élevée au Kremlin-Bicêtre. Pour les ménages qui la jugent trop élevée, donc on a notamment le ménage qui a évoqué un manque de clarté sur son calcul. Donc en fait, il ne comprenait pas comment on en arrivait à une redevance de 3,50 €. Et donc pour lui, ça participait à une perception d'une redevance un peu trop élevée. Mais donc on a pu le voir aujourd'hui, la COP foncière, elle essaye d'avoir une redevance moyenne de 2,30 € du mètre carré. Et dans les opérations de Villiers-sur-Marne et de Romainville, elle est à 1,50 €. Donc la redevance dans les ménages qu'on a pu interroger, c'était des opérations très particulières, les premières, et aujourd'hui, elles sont beaucoup moins élevées. Donc maintenant, nous allons aborder la manière dont les ménages se projettent dans leur logement. Donc le BRS fait partie dans certains cas d'une étape de la stratégie résidentielle des ménages, donc qui implique pour eux de ne rester qu'à court ou moyen terme dans le bien, tandis que pour d'autres, il s'agit véritablement d'une finalité. Donc tout d'abord, nous avons 2 ménages qui se projettent dans leur bien sur un temps très court. Ils ont présenté des motivations variées qui n'avaient pas de lien réel, enfin de lien avec le dispositif même du BRS, mais qui étaient plutôt liées à des envies personnelles.
Ensuite, nous avons des ménages qui ont montré une volonté de quitter leur logement sur moyen terme. Donc, nous avons des acquéreurs qui ne savent pas combien de temps ils vont rester, mais qui savent qu'ils vont finir par partir. Donc, ce sont des personnes plutôt jeunes avec des enfants en bas âge qui souhaitent quitter leur logement en raison d'un agrandissement de leur famille pour trouver plus grand. Et nous avons aussi d'autres ménages plus âgés qui ont manifesté une volonté de quitter leurs biens pour acquérir une maison en grande couronne ou en province. Nous avons ensuite, donc toujours parmi les personnes pour qui le BRS est une étape, nous en avons certains qui savent exactement combien de temps ils vont rester. Donc cela concerne 2 ménages donc pour qui le BRS est une étape pour placer leur argent plutôt que de le dépenser dans une location. Donc c'est un apport qu'ils pourront récupérer dans quelques années pour accéder à la propriété de manière classique. Ils ne semblent pas s'inquiéter de ne pas pouvoir récupérer leur apport et l'investissement qu'a présenté leur bien en BRS grâce à la revente. Mais ce sont des ménages qui n'ont pas qui avaient des profils différents, donc il est difficile pour le moment d'établir un profil type de ménage pour qui le BRS est une étape. Ensuite, nous avons des ménages pour qui le BRS est une finalité. Donc cela concerne 7 acquéreurs sur les 13 que nous avons interrogés, qui ne pensent pas à la revente et qui se voient donc là sur le long terme. Donc il s'agit plutôt de personnes de plus de 50 ans qui ont des enfants en âge de quitter le domicile familial. Donc ce sont des acquéreurs qui ont manifesté une forte volonté de devenir propriétaires et ils comptent bien le rester. Certains ont eu également des difficultés à obtenir un prêt et à trouver un logement qui leur convenait financièrement. Et comme on l'a vu, certains étaient originaires du parc locatif social, donc le BRS était pour eux le seul moyen d'être propriétaire aussi proche de Paris. Donc l'opportunité que représente ce dispositif les a convaincus de rester dans leur bien sur le long terme. Évidemment, nous sommes conscientes que notre travail présente des limites. Tout d'abord, nous l'avons vu, on a étudié des opérations qui sont assez particulières, qui sont les premières livrées en Île-de-France, avec une redevance qui peut paraître relativement élevée. D'autre part, nous avons étudié un échantillon assez petit, et en plus de ça, on a eu des refus ou des non-réponses, ce qui ne nous a pas permis de faire une étude très importante. Nous n'avons pu rencontrer que 13 ménages, ce qui est déjà énorme. Nous en sommes bien conscientes, mais par rapport à ce qui va être livré, c'est très peu. Donc voilà. Donc pour terminer, donc, à l'issue de notre enquête, nous avons pu constater que certains points étaient régulièrement ressortis. Nous tâcherons ici d'en faire part afin d'améliorer la compréhension du dispositif par les habitants via la communication de la COP foncière et des opérateurs chargés de la commercialisation. Donc nous proposons d'accentuer la communication entre la COP foncière et les preneurs. Nous proposons aussi d'insister sur certaines conditions du BRS lors de la commercialisation, donc particulièrement le calcul de la redevance, le paiement de la taxe foncière, mais aussi la décote en cas de rachat. Et enfin, nous proposons de renouveler l'étude dans quelques années pour diversifier l'échantillon.